Dernière partie de notre débat Europe Soir Week-end avec bien sûr cette guerre en Ukraine et les conséquences qu'elle peut avoir malheureusement sur la campagne présidentielle. Dans un mois et demi, on a le premier tour de cette élection dans l'Hexagone. Les parrainages, donc la limite, ça sera le 4 mars prochain. Figurez-vous que ce matin, François Bayrou a déclaré qu'il allait donner son parrainage à Marine Le Pen pour sauver la démocratie, dit-il. Carrément, on l'écoute. Je considère que je ne peux pas défendre devant mes concitoyens de toutes opinions l'idée que le président de la République française serait élu dans une élection de laquelle les principaux candidats seraient exclus. Et moi, j'ai en effet décidé de prendre ma part de cette charge, et c'est pas... Comment dirais-je, ça correspond pas exactement au rêve que j'ai de l'engagement politique. Je donnerai ma signature à Madame Le Pen. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. François Bayrou qui donne son parrainage à Marine Le Pen, ça vous inspire quoi ? Alors, c'est étonnant et en même temps c'est facilement compréhensible, dans le sens où si vendredi soir, 18h, on apprenait que Marine Le Pen n'a pas ses 500 signatures, qu'Éric Zemmour non plus n'est pas qualifié, c'est un séisme dans cette campagne présidentielle qui serait évidemment un énorme problème, non pas seulement pour François Bayrou, mais un gros problème pour Emmanuel Macron. Alors pourquoi ? En premier lieu. C'est-à-dire que personne ne considérerait cette élection comme légitime. On aurait le lendemain des manifestations partout dans toute la France et l'Ukraine passerait au second plan. Donc l'intérêt de François Bayrou, même si ça peut le déranger au final, de par ses convictions de parrainer Marine Le Pen, je pense qu'il a un vrai intérêt à le faire et de montrer à l'ensemble des maires qu'il faut que ces candidats, à partir du moment où ils représentent une certaine partie de l'électorat français, qu'ils puissent concourir à l'élection présidentielle. Alors Aurélie Taquilin, vous êtes de La République En Marche, partenaire du MoDem. Vous trouvez ça normal que François Bayrou parraine Marine Le Pen ? En tout cas, moi, je salue l'initiative de François Bayrou qui a mis en ligne une banque des parrainages. C'est notredémocratie.fr. Il y a près de 300 maires, en tout cas, qui ont répondu présents. Moi, je crois que c'est effectivement indispensable. Mais vous ne trouvez pas quand même ça étrange que ces candidats puissent se présenter, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Moi, je ne partage pas leurs idées, mais il va falloir les combattre projet contre projet. Mais vous ne trouvez pas quand même ça étrange que des forces politiques qui sont à plus de 10% dans les sondages, comme Marine Le Pen, Éric Zemmour, n'arrivent pas à recueillir 500 élus, 500 parrainages d'élus, Aurélie Taquilin? Encore une fois, Emmanuel Macron, en 2016, n'avait pas la machine politique derrière lui et a fait du... il y avait une équipe qui faisait du porte-à-porte. Et encore une fois, on peut aussi s'interroger sur ces idées. Est-ce que leurs idées convainquent aussi les Français ou les maires? Alors, on sait qu'il y a des pressions qui s'exercent sur les maires qui parrainent, mais c'est tout le débat en fait des parrainages. Est-ce qu'on parraine, ça veut dire est-ce qu'on adhère effectivement aux idées? Voilà, c'est là en tout cas ce qu'a voulu faire François Bayrou, mais aussi Jean Castex qui a fait un appel aux maires pour Alors Philippe Doucet, vous êtes porte-parole d'Anne Hidalgo. Bon, Anne Hidalgo, elle est un peu plus bas dans les sondages, mais elle a beaucoup de parrainages. Qu'est-ce que vous en pensez de l'initiative de François Bayrou? François Bayrou, Mère Teresa pour Marine Le Pen, quoi. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, bon. Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné, finalement, pour Marine Le Pen? Parce que si vous voulez, sur les parrainages, ce qui m'énerve toujours, c'est que cette question-là arrive toujours tous les 5 ans, 3 mois avant l'élection présidentielle. Donc, si on est en désaccord avec le système des parrainages, chaque organisation politique peut demander, quand elle a la responsabilité, de le changer. Je rappelle d'ailleurs, François Bayrou a proposé une banque de la démocratie parce qu'on a le problème des parrainages, on a aussi le problème de financement de la campagne, mais enfin, manifestement, François Bayrou n'a pas été beaucoup entendu par Emmanuel Macron sur ce point-là. Il y a 42 000, pour nos auditeurs, 42 000 maires, députés européens, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux peuvent donner leur parrainage. Nathalie Arthaud, dont je ne crois pas qui est la candidate de Lutte Ouvrière, dont il ne m'a pas semblé qu'il y avait 50 000 maires Lutte Ouvrière dans ce pays, a obtenu il y a plus d'un mois ou 3 semaines, un mois, ses 500 parrainages. Donc moi, je ne sais pas comment Marine Le Pen travaille et ses équipes travaillent, mais manifestement, trouver 500 maires, y compris dans des territoires où elle fait des scores très importants, dans le sud, dans l'est. Mais est-ce qu'il faut les rendre anonymes, finalement, ces parrainages? Oui, mais aujourd'hui, plus rien n'est anonyme. C'est pour ça que François Hollande a fait cette modification là-dessus, parce que de toute façon,
c'était anonyme, mais les journalistes appelaient le maire en disant vous avez appelé à soutenir qui, ou les citoyens de leur commune demandaient. Le maire, il a donné un parrainage, mais en fait, il a donné le parrainage à qui? Donc aujourd'hui, dans un univers de transparence, moi, j'ai pas de problème pour qu'on élargisse le corps de ceux qui peuvent donner les parrainages avec des adjoints ou 150 000 Françaises ou Français. Moi, j'ai aucun problème sur tout ça. La réalité aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen, qui fait un score dans de très nombreuses communes, un score très important, n'a pas été foutue d'avoir ses parrainages. Nathalie Arthaud, qui fait un score qui est autour de moins de 1%, a depuis des semaines ses parrainages. Ça veut dire qu'il y a une organisation politique qui s'appelle Lutte-Ouvrière qui a travaillé, et il y en a une manifestement qui n'a pas suffisamment travaillé. Ludovic Toro. Après, là où je partage l'avis de votre confrère, c'est que démocratiquement, il faut que Marine Le Pen puisse candidater, comme il faut qu'Éric Zemmour puisse candidater, parce que je pense que les idées, ça se combat dans les urnes, et ça se combat pas par des procédures. Ludovic Toro, vous êtes maire UDI de Coubron. Je ne sais pas si vous avez apporté votre parrainage pour Valérie Pécresse, mais en tout cas, vous la soutenez. Voilà. Est-ce que vous auriez pu, si je ne sais pas, on vous l'avait demandé, soutenir Marine Le Pen ou Éric Zemmour? La question, on pourra la poser à chaque fois, mais est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper, comme disait Philippe? On savait que ça allait arriver comme ça, d'accord? Donc voilà, maintenant, M. Bayrou qui arrive, qui fait le grand sauveur, il a aussi peur. Imaginez que ça se fasse comme ça, on se retrouve avec Emmanuel Macron contre quand même Valérie Pécresse. Après, c'est un duo. Donc il faut sauver ça, il faut absolument faire venir l'extrême droite quand même. Parce que imaginez que personne bouge aujourd'hui. Ludovic Toro, vous nous dites ça, mais votre candidate écoutez-moi. court après toute la journée après Éric Zemmour et Marine Le Pen en étant l'otage d'Éric Ciotti. Écoutez ce que je dis. Je comprends que vous puissiez faire de la politique absolument à toutes les minutes. Moi, je vous dis que si des fois M. Bayrou n'avait pas fait ça, on se retrouvait avec deux candidats qui étaient assez hauts. C'était Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Donc je sais, mais c'est pas pour ça qu'il le fait. J'en suis absolument certain. C'est dans un truc de démocratie. Mais il faut plus que ça se produise. Faut pas qu'à chaque fois on se retrouve dans la même situation où c'est pas la grandeur de la France, c'est notre République d'aller chercher comme ça, d'aller faire voter des gens qui pensent pas à un autre. Il faut moderniser et réformer. Comment moderniser ce système? Je l'avais dit, comme Philippe l'avait dit aussi, élargissons aux conseillers municipaux, parce que les conseillers municipaux, la plupart ne sont pas encartés. Plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous êtes encarté. C'est un système politique. Il y a beaucoup de maires sans étiquette, vous savez. Ils sont toujours. Attendez, moi, je veux dire, il y a toujours une tendance. Voilà. Chaque maire a son bulletin de vote dans sa poche. Voilà, divers droite ou divers gauche, d'accord? Non, mais c'est là où on voit que nos institutions sont assez dépassées et qu'il faut une réforme. Clairement des institutions. Je rappelle que c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir. Bien sûr, mais on ne change pas les règles avant le match. Donc sur les histoires de parrainage, on ne va pas... Et encore une fois, je rejoins ce que disait Philippe, on voit que c'est le grand jeu de la victimisation de ces candidats. Voilà, quand on voit Nathalie Arthaud qui a récupéré de ses parrainages, on peut s'interroger. Alors, c'est Nathalie Arthaud. Non, mais c'est pas Nathalie Arthaud. Non, mais c'est pas sa faute. Ils ont travaillé. Jean Lassalle était sans embarras. C'est l'histoire. C'est l'histoire de toutes les élections. Il a un côté bonhomme. Non, mais Jean Lassalle, un maire peut parrainer Jean Lassalle, ça ne va rien lui gêner. Un maire qui parraine Nathalie Arthaud, c'est un vrai signal politique qu'il envoie. Voilà, c'est lutte ouvrière, c'est l'extrême gauche. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a pas 500 maires lutte ouvrière dans ce pays. Aurélie Taquilin, vous parlez de réforme électorale. Voilà, on se recentre aussi sur ce qui se passe en Ukraine. Comment parler finalement de réforme électorale alors que il y a la guerre au port de l'Or? On revient toujours à la même chose de cette campagne du mois de mars qui va être complètement... je sais pas, j'ai pas de mots pour décrire. Mais elle est différente, mais possible. Elle va être bousculée par tous ces sujets-là. Elle va être bousculée, mais c'est l'occasion aussi de poser des sujets de fond. La question de l'indépendance énergétique là sur la table, la question de l'Europe puissance sur la table, la question du budget de la défense sur la table, l'agriculture aussi, et la santé, le système de santé, il faudra mettre sur la table aussi. Mais tu verras la question des réfugiés. Elle va arriver sur la table, ça va poser... Elle est urgente. Là. Oui, elle va arriver, donc déjà, la position des uns et des autres. Qu'est-ce que M. Zemmour va dire quand on va accueillir 100 000 Ukrainiens en France? On verra les positionnements des uns des autres. Hier, dans notre studio, certains invités disaient que si, et je crois qu'on l'a d'ailleurs dit, si l'Ukraine prend toute la place de cette campagne présidentielle, il y a un risque de... gilet jaunisation après l'élection de qui va être élu.
Et voilà, vous pensez la même chose? Non, je ne crois pas, parce que je pense que les Français sont capables de faire... Enfin, on peut vivre avec 2 étages. On va avoir un étage de cette tension internationale, de cette guerre, et en même temps, tout le monde a bien compris qu'on allait élire un président ou une présidente pour 5 ans. Et donc, du coup, avec un certain nombre d'enjeux, les enjeux de l'Ukraine que les guerres nous posent, demain, Europe puissance ou pas Europe puissance? Sortie de l'OTAN comme le propose Jean-Luc Mélenchon, ou création d'une Europe de la défense? Au contraire, c'est des questions. Sauf qu'il y a encore quelques jours, c'était le pouvoir d'achat qui était vraiment au cœur des préoccupations. Oui, mais la question du pouvoir d'achat, on va l'avoir aussi à travers la question de l'inflation, puisque si on a une augmentation du prix de l'énergie, ce qui à mon avis va finir par arriver, même si le gouvernement bloque un certain nombre de choses, on va avoir. Mais ça peut être l'augmentation du prix du blé, puisque l'Ukraine et la Russie sont premier, deuxième exportateur de blé. On va avoir ces questions-là. La question du pouvoir d'achat, elle va revenir, même si elle rentre pas par la porte, elle va rentrer par la fenêtre. Elle va rentrer par la fenêtre de l'inflation. Donc ces sujets-là, on peut tout à fait faire une campagne présidentielle. Le vrai sujet, c'est comment les télévisions, comment les radios organisent le maximum le débat démocratique dans ce moment particulier. L'ARCOM y veille et il y a c'est l'occasion d'avoir une multiplication de ces débats-là sur le fond. Un dernier mot, Aurélie Takila, dans le journal du dimanche, Jean-Pierre Chevènement apporte son soutien à Emmanuel Macron, Renaud Muselier aussi, il était chez les LR. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il ratisse large, Emmanuel Macron? Que le dépassement politique qui a été initié depuis 2017 par Emmanuel Macron continue. La poutre bouge, qu'il y a des personnalités... La poutre bouge, qu'est-ce que ça veut dire? Les personnalités de droite et de gauche préfèrent ne pas rester dans les querelles de parti, mais être utiles à leur pays. Et finalement, aujourd'hui, il y a quand même 3 camps. Il y a les nationalistes, il y a les personnes qui croient à la décroissance, et puis il y a ce gros bloc central autour d'Emmanuel Macron, cette économie de marché qui croit en l'avenir, qui croit en l'Europe. Ludovic Toro, la défection de Renaud Muselier chez les LR... Vous savez, le mercato des gens qui vont là. Si vous savez, comme les citoyens, on n'a rien à faire. Mais si vous saviez, maintenant c'est les derniers qui arrivent, donc ils ne seront pas dans l'équipe, donc ils ne seront pas secrétaires d'État ni ministres. Il faut qu'ils se disent ça, parce que ça a déjà été promis aux autres. Maintenant, très clairement, n'oubliez pas une chose, on a les présidentielles, après on a les législatives. Et là, ce serait peut-être pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y aura pas on peut imaginer qu'il y aura pas ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est-à-dire on se met l'affiche à côté de Macron, on est élu de facto. Voilà. Philippe Doucet, le mot de la fin sur Jean-Pierre Chevènement. Il faisait partie du gouvernement de Lionel Jospin. Il passe chez Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand je vois où a commencé Jean-Pierre Chevènement, le CRS, l'aile gauche du PS, expliquant en 2002 que Lionel Jospin n'était pas assez à gauche, pas assez nationaliste, pas assez ceci, pas assez cela. Voilà, je suis plutôt triste, mais triste pour lui. Merci beaucoup à vous 4 d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Aurélie Takila, Ludovic Toro, Philippe Doucet et Jacques Serret d'Europe 1. Tout de suite...